Est-ce le retour de la course à l'armement nucléaire? Le dernier traité de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie arrive à expiration ce jeudi, mais alors quelles étaient les restrictions de cet accord et devons-nous craindre une nouvelle escalade nucléaire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc un sujet très important aujourd'hui, un sujet qu'on va voir de façon factuelle et posée pour analyser au mieux la situation. C'est parti donc pour ce nouveau format sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes comme chaque jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, notamment en podcast. Alors le New Start, qu'est-ce que c'est? C'est donc le dernier traité de contrôle des armes nucléaires qui liait d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie. C'est un traité qui avait été signé en 2010, il s'inscrit dans la continuité de plusieurs accords précédents, dont le premier Start 1 qui date de 1991, donc à la fin de la guerre froide entre les deux puissances. Celui-ci avait été conclu entre les États-Unis et l'Union soviétique qui était donc en plein effondrement, et ces accords, ils ont été négociés dans un contexte donc de sortie de guerre froide, marqué par une forme d'optimisme à l'époque sur les relations futures entre les États-Unis et l'ex-URSS, après évidemment des décennies de tensions. Et globalement en fait, tous ces accords, ils avaient le même but, le fait d'empêcher l'augmentation du nombre d'armes nucléaires qui sont détenues par les deux pays, et de limiter en fait ce que l'on appelle généralement l'escalade nucléaire, donc une dynamique dans laquelle chaque camp va augmenter ses capacités nucléaires par crainte que l'autre en face ne prenne l'avantage. Pour y parvenir, il y a deux leviers qui étaient importants. Il y avait des quotas d'ogives, donc les ogives, c'est la partie de l'arme nucléaire qui contient l'explosif. Il y a donc des quotas qui ont été instaurés. Et il y a aussi des mesures de transparence entre les deux puissances. C'est parfois peu évoqué alors que c'est très important ici. On parle donc ici en fait d'une capacité des deux pays à observer finalement ce que fait l'autre pour éviter donc toute surenchère et renforcer en quelque sorte la confiance. Alors en soi, les différents plafonds d'ogives nucléaires qui avaient été instaurés, c'est pas des plafonds qui empêcheraient une destruction massive via l'utilisation d'armes nucléaires. Donc on n'est pas vraiment sur une démilitarisation complète ou autre. Les États-Unis comme la Russie aujourd'hui ont toujours des armes nucléaires qui sont extrêmement puissantes. Alors attention, ces plafonds instaurés entre les États-Unis et la Russie, c'est pas des plafonds qui empêchent, s'ils sont utilisés, des dégâts massifs. Vous connaissez la puissance potentielle de ces armes nucléaires, les destructions immenses qu'il y a pu y avoir bien au Japon, à Hiroshima et Nagasaki en 1945 après des bombardements des États-Unis. Mais malgré tout, pendant des années, c'était quand même des cadres assez importants pour ces deux pays qui sont, il faut le rappeler, les deux puissances nucléaires les plus importantes au monde. Le truc, c'est que sur les 2-3 dernières années, la situation a été beaucoup plus tendue. En février 2023, un an après son invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a totalement suspendu sa participation au traité sans pour autant s'en retirer formellement. Par ailleurs, on avait déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, à plusieurs reprises, Vladimir Poutine a agité la menace d'utiliser l'arme nucléaire, que ce soit contre des pays alliés à l'Ukraine, que ce soit aussi sur des armes nucléaires entre guillemets moins puissantes, mais qui pourraient aider l'armée russe directement en Ukraine. Et c'est donc dans ce contexte-là que le traité New Start a finalement expiré dans la nuit de mercredi à jeudi, et il faut donc en théorie un nouvel accord, sauf que ça ne semble pas être le cas, et en fait au contraire, on semble être davantage dans une forme de surenchère sur les armes, et notamment sur les armes nucléaires. En fait, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a une sorte de jeu de dupes, dans le sens où en septembre 2025, voyant donc l'expiration du traité arriver, Poutine avait fait savoir qu'il était prêt à respecter les limites fixées pour une année supplémentaire, donc même sans contrat en quelque sorte, à accepter de continuer à respecter les règles à condition que les États-Unis fassent de même. Trump avait répondu que c'était une bonne idée, sauf que depuis, il n'y a aucune réponse officielle qui avait été donnée, et surtout donc aucun nouveau traité qui n'a été engagé. Alors le mois dernier, Donald Trump avait été interrogé sur le sujet dans une très longue interview au passage dans le New York Times, qui était très intéressante puisque c'est une interview très longue, donc ça permettait de mieux analyser à travers les questions des journalistes la position de Trump sur un certain nombre de sujets. Mais donc Trump déclarait que si l'accord avec la Russie expire, je cite, il expire, et il a estimé que les États-Unis concluraient, je cite, simplement un meilleur accord. Bon, mais ça c'est la théorie. En pratique, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Pour bien comprendre, dans un meilleur accord selon Donald Trump, il faudrait inclure la Chine dont l'arsenal nucléaire est beaucoup plus faible aujourd'hui que les États-Unis ou que la Russie, puisqu'elle s'y est mise beaucoup plus récemment. Sauf que la Chine se développe extrêmement vite. Donald Trump souhaite que s'il y a un nouvel accord pour limiter l'arme nucléaire, ça doit se faire avec une puissance comme la Chine, sauf que la Chine rejette catégoriquement de participer à tout cela. En parallèle, on peut noter que la Russie, elle souhaite inclure d'autres pays qui ont l'arme nucléaire, notamment la France ou encore le Royaume-Uni. Vous l'avez compris, dans la situation actuelle, chacun veut limiter la puissance de ses ennemis ou de ses adversaires, et on est donc dans une situation délicate puisque personne ne veut vraiment en réalité limiter sa puissance. Et c'est là en fait le point essentiel à comprendre et analyser aujourd'hui. Donald Trump bafoue désormais régulièrement
régulièrement le droit international pour faire valoir ses intérêts, que ce soit en Iran l'an dernier, que ce soit aussi au Venezuela au mois de janvier. De son côté, la Russie continue l'invasion de l'Ukraine et menace régulièrement d'utiliser l'arme nucléaire. On sait aussi que certains pays comme la Chine ont des ambitions à minima à moyen terme, notamment sur la question de Taïwan dont la Chine souhaite prendre le contrôle. Et tout cela inquiète donc l'Organisation des Nations Unies avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui appelle à un nouvel accord et qui a déclaré, je cite, que l'expiration du traité marque un moment grave pour la paix et la sécurité internationale et que, je cite, cette dissolution de décennies d'acquis ne pourrait survenir à un pire moment. Le risque d'utilisation d'une arme nucléaire est à son plus haut niveau depuis des décennies. Fin de citation. On peut aussi noter que l'ancien président Barack Obama, qui avait signé l'accord, s'est lui aussi exprimé en affirmant que cette expiration balaye également, je cite, des décennies de diplomatie et pourrait déclencher une nouvelle course aux armements, rendant le monde moins sûr. C'est donc une situation qui inquiète. Alors après, pour nuancer tout ça, ou en tout cas faire en sorte que notre analyse elle soit la plus complète, faut garder en tête que dans la situation actuelle, la dissuasion nucléaire en soi, elle perdure, c'est-à-dire que chaque camp sait que l'autre camp dispose d'un arsenal suffisant capable de détruire littéralement un pays, voire plus. Et donc, beaucoup de spécialistes estiment que malgré tout, et malgré cette montée en tension, il y a ce principe de dissuasion nucléaire qui pousse finalement aucun État à l'utiliser. Mais la crainte toujours dans ce genre de situation et avec de telles armes, c'est d'avoir d'un coup une montée en tension avec potentiellement des erreurs ou autres qui sont réalisées, ou alors tout simplement une puissance ou un chef d'État qui franchit un cap et qui décide un jour de l'utiliser. Dans tous les cas, on suivra l'évolution de la situation. J'en profite au passage pour rappeler à tous les nouveaux qu'en plus de ce format d'actu du jour, on fait des interviews régulièrement et ce format, les actus pop et les interviews sont disponibles sur le même flux de podcast. Je vous mets donc le lien pour le podcast sur toutes les plateformes directement en description ou autrement vous tapez Hugo Décrypte. Désolé pour la petite séquence promo, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Au moins 55 000 militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi sur France 2. Il s'agit du premier bilan officiel communiqué depuis cette date. Volodymyr Zelensky a précisé que s'ajoute à ce chiffre un grand nombre de personnes que l'Ukraine considère comme disparues. À noter que plusieurs centres de recherche étrangers estiment le nombre réel de morts militaires beaucoup plus élevé. La semaine dernière, le Center for Strategic and International Studies estimait par exemple que la guerre en Ukraine a fait près de 2 millions de victimes militaires russes et ukrainiens, qu'ils soient morts, blessés ou disparus. Le président ukrainien a aussi affirmé que, je cite, « Si on perd cette guerre, on perd tout simplement l'indépendance de notre pays », tout en déclarant qu'il était sûr que ça n'arriverait pas. Ces déclarations interviennent alors que l'Ukraine, la Russie et les États-Unis négocient actuellement à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour tenter de trouver une résolution au conflit. Volodymyr Zelensky a dénoncé un ultimatum de la Russie pendant ces négociations et affirme que le pays veut infliger plus de souffrance aux Ukrainiens pour pousser à un compromis. De son côté, la Russie a évoqué ce jeudi des progrès dans les pourparlers. On suivra ça. Deuxième info, au Nigeria, au moins 162 personnes ont été tuées dans une attaque par des hommes armés dans le village de Woro, au centre-ouest du pays, selon la Croix-Rouge. Il s'agit de l'un des pires massacres dans le pays depuis plusieurs mois. Les recherches pour retrouver d'autres corps se poursuivent, selon le secrétaire de la branche de Kwara de la Croix-Rouge nigériane. Depuis 2009, le Nigeria fait face à une insurrection djihadiste dans le nord-est de son territoire et parallèlement à ça, des bandes criminelles lourdement armées, appelées localement des bandits, procèdent à des attaques meurtrières dans plusieurs zones, parfois accompagnées d'enlèvements pour obtenir des rançons. En tout cas, le président du Nigeria a accusé le groupe djihadiste Boko Haram d'être responsable de cette attaque. Il a ordonné le déploiement de l'armée dans la zone. Les autorités locales avaient mis en place depuis plusieurs semaines des couvre-feux dans la région et avaient ordonné la fermeture des écoles qui avaient rouvert lundi. Troisième info, le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration a été annoncé ce mercredi par l'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan. Il n'a pas précisé si cela concernait tout l'État du Minnesota ou simplement la ville de Minneapolis, qui a été particulièrement touchée par des manifestations anti-ICE, donc contre la police de l'immigration. C'est dans cette ville que 2 Américains, René Nicole Goode et Alex Pretty, ont été tués par des agents fédéraux en janvier. À noter que près de 2000 agents resteront néanmoins sur place, selon Tom Homan. Il a aussi ajouté qu'il ne parviendra
partira pas tant que, je cite, tout ne sera pas terminé en matière de politique migratoire. Pour rappel, la police de l'immigration a officiellement été envoyée à Minneapolis par l'administration Trump, comme dans d'autres grandes villes américaines, officiellement pour arrêter et renvoyer les migrants illégaux dans leur pays. Mais les agents de l'ICE sont accusés de mener des raids violents, parfois meurtriers, dans les rues et les espaces publics pour arrêter et déporter des personnes en situation illégale. À noter que l'immense majorité des personnes arrêtées ont un casier judiciaire vierge. Quatrième info, l'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en Floride en septembre 2024, donc 2 mois avant la présidentielle américaine, a été condamné ce mercredi à la prison à perpétuité. L'homme de 59 ans, Ryan Roos, avait été repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump en pleine campagne présidentielle donc. Il avait été arrêté par les agents du Secret Service, en charge notamment des anciens présidents, ce qui était Donald Trump à l'époque. Ryan Roos, qui avait plaidé non coupable, avait finalement été reconnu coupable en septembre par un jury de l'État de Floride de 5 chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle. À l'issue du procès, il avait tenté de se poignarder avec un stylo, mais des surveillants étaient intervenus pour l'en empêcher. Et il a donc été condamné cette semaine devant un tribunal fédéral, donc à l'échelle des États-Unis, à la peine maximale qu'il risquait. Pour rappel, pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait échappé à une autre tentative d'assassinat en juillet 2024, lorsqu'il avait été ciblé par des tirs alors qu'il prenait la parole pendant un meeting en Pennsylvanie. Il avait alors été blessé à l'oreille. Cinquième info, il faudra créer jusqu'à 200 000 nouveaux emplois d'ici à 2050 pour répondre au vieillissement de la population, selon une récente étude de l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques publiée ce jeudi. L'organisme estime aussi qu'il faudra créer 365 000 places supplémentaires dans les EHPAD d'ici à 2050. Selon les prévisions, la France devrait compter 22,9 millions de personnes de plus de 60 ans en 2050, c'est près de 5 millions de plus qu'en 2021. Résultat, 738 000 nouvelles personnes seront en perte d'autonomie par rapport à aujourd'hui. Des emplois seront donc nécessaires en plus pour prodiguer des soins de base aux personnes âgées dépendantes, à domicile ou en EHPAD. À noter que les personnes qui travaillent actuellement au contact des personnes âgées vieillissent également. En 2022, 34% des aides à domicile avaient plus de 55 ans, ce qui signifie que la France devra aussi renouveler massivement ses emplois. Et on finit avec cette info, 665 fausses informations sur le climat ont été propagées dans les médias audiovisuels en France en 2025, selon une étude de l'Observatoire des médias sur l'écologie publiée ce jeudi. Ces contenus ont été détectés sur les 18 principales radios et télévisions françaises. Alors parmi les thèmes les plus fréquents figure l'idée que les énergies renouvelables seraient inefficaces, ainsi que des affirmations fausses comme les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques ou hybrides, ou encore que les véhicules thermiques ne constituent pas un problème climatique. Ces fake news sont propagées principalement par les invités à 32%, puis par les journalistes à 20%. L'organisme affirme par ailleurs qu'entre septembre et décembre, 80% des fake news prononcées par des journalistes l'ont été exclusivement sur CNews et Europe 1, des médias appartenant au milliardaire Vincent Bolloré. Sur CNews et Sud Radio, une fausse information serait énoncée toutes les 35 minutes lors d'un sujet sur l'écologie. En 2025, 4,9% de temps d'antenne ont été consacrés aux enjeux environnementaux, soit une augmentation de 33% par rapport à 2024. Merci beaucoup Léa. Alors je le disais, pour suivre mes interviews, les actualités culturelles ou les actualités principales, rendez-vous en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous le savez, sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Bienvenue, pensez juste à vous abonner. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.